Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ces rendez-vous spéciaux. Spécial simplement parce que c'est le 6 novembre et 6 novembre aux États-Unis d'Amérique, c'est l'élection après 4 ans. Donc aujourd'hui, c'est l'élection d'un nouveau président qui pourra succéder au président Obama. Et pour ce nouveau numéro, nous allons plutôt essayer d'en débattre avec nos invités qui sont sur ces plateaux. C'est une émission spéciale coup d'œil sur le monde. Avec nos invités, comme je l'ai dit tantôt, nous allons essayer de voir le contour, les perspectives surtout, et en ce qui concerne l'Afrique et particulièrement la région des Grands Lacs pour ce qui est de ces élections. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces élections? Il y a un événement planétaire et Télé 7 vous met au parfum de cet événement avec de grands analystes que j'ai autour de moi sur ces plateaux. Je salue ici André Alain Atundu Liongo, bonsoir. Ambassadeur, président des partis politiques, c'est lequel? CDR, Convention pour la démocratie et la République. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir. Voilà, à ma gauche, Elias Mulungula, ancien ministre de l'Environnement. C'est dans le gouvernement 1+4. Oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, est-ce qu'on peut vous présenter autrement? Oui, je voulais juste ajouter que je suis le président national de l'Union pour le respect du peuple, qui est une plateforme politique de nous les résistants Maïmaï pour sauver toujours ce pays comme d'habitude, et aussi l'ancien interprète de Marshal Mobutu en anglais-français. Voilà. C'est avec ces deux hommes que nous allons essayer d'analyser la situation des États-Unis d'Amérique. Alors, la première question, monsieur l'ambassadeur, en tant que diplomate, qui de deux candidats, selon vous, pourrait passer comme président des États-Unis d'Amérique? Et pourquoi? Bon, c'est toujours une question piège, mais quand on analyse un certain nombre d'éléments plus ou moins objectifs, le président Obama avait des handicaps de présomption. D'abord, il ne devait pas se comporter comme un noir. Deuxièmement, comme un africaniste. Troisièmement, il devait se comporter comme un président américain. Je crois qu'à ce jeu-là, il a bien joué et il a gagné. Le président Obama a été le président américain, le président des États-Unis d'Amérique, par rapport aux problèmes internes et par rapport aux problèmes externes. D'où une certaine déception des Africains. Donc, les voilà sur un pied d'égalité. Alors, pour le reste, ça va se jouer sur la perception de l'électorat par rapport à leur approche face à deux problèmes. Les problèmes sociaux, la vie sociale des Américains, les problèmes économiques et le clivage politique. Le clivage politique, c'est surtout par rapport à la politique extérieure, notamment par rapport à Afghanistan, le retrait des troupes, par rapport à Israël et même par rapport à Guantanamo. Alors là, je crois que celui qui est là a un certain avantage. D'abord, il a tué Ben Laden et a rendu, si vous voulez, légitime l'illégalité de la situation de Guantanamo. Et vous verrez que même son challenger n'a pas osé entrer sur cette voie parce que ça touche au cœur de la vie sociale des Américains, de American Way of Life. Alors, le deuxième problème, c'est le chômage. Qui va amener la meilleure réponse au chômage? Est-ce que Barack Obama, qui avait promis, qui n'a pas pu finalement tenir, pour plusieurs raisons, ou bien c'est Mitt Romney qui promet et à qui il faut faire confiance? Mais comme il est toujours difficile d'évacuer quelqu'un qui est déjà assis, je pense que l'écart entre le président Obama et
M. Mitrane devait être beaucoup plus grand pour que M. Mitrane ait des chances de battre Obama. Aujourd'hui, on parle de 50-50. Bon, dans les 50-50, il y a toujours une marge de 10% à peu près d'erreur, etc. Et quand on voit les États, les swing states, les États capables de faire basculer, n'est-ce pas, M. Obama a un certain avantage. Bon, alors, moi, a priori comme ça, puisqu'il n'y a pas eu d'accident, n'est-ce pas? Le président ne s'est pas comporté comme un africaniste, il ne s'est pas comporté comme un noir, n'est-ce pas? Un militant noir, il s'est comporté comme un chef d'État américain. Eh bien, il a évité tous les grands pièges, même Israël, n'est-ce pas? Il ne s'est pas engagé beaucoup, mais il n'a pas non plus heurté Israël et les partisans d'Israël. Et donc, je pense qu'en tout état de cause, il a beaucoup de chances de rester, de se succéder à lui-même. Voilà. Mais, voyons voir, la dernière parole est aux électeurs. Aux Américains. Ouais. Voilà, je ne sais pas, quel est votre point de vue? Est-ce que vous pensez que c'est René qui pourrait passer président ou soit Obama pourrait se succéder à lui-même? Quelles sont vos analyses? Oui, les élections présidentielles, c'est toujours un jeu de surprise. La surprise est arrivée, mais cela ne nous empêche pas d'affirmer que le président Obama a vraiment été à la hauteur, comme l'a souligné l'ambassadeur, et qu'il a la chance de succéder à lui-même. Parce que quand vous analysez la campagne électorale, que ce soit du côté républicain ou du côté démocrate, tout tourne autour de problèmes économiques, comme l'ambassadeur l'a souligné, les problèmes sociaux et les problèmes de la politique étrangère et de la défense. Et à ce point de vue, le président Obama, quand il est arrivé au pouvoir, n'oubliez pas que même si on parle du chômage aux États-Unis aujourd'hui, on parle de plus de 7 millions, plus de 15 millions de chômeurs, mais n'oubliez pas qu'Obama a évité aux Américains un nombre croissant de chômeurs, parce qu'il a sauvé les emplois avec la grande crise économique qu'il a trouvée sous l'administration Bush. Et certaines entreprises américaines qui étaient déjà en voie de récession. C'est clair, c'est-à-dire qu'il a sauvé ne fût-ce que les 4 millions d'emplois, voilà, en venant à la rescousse de ces entreprises qui devaient fermer boutique. Il a, plutôt que ces entreprises déposent le bilan, il a mobilisé les trésors publics, il a sauvé ces entreprises et par ipso facto, sauvé les emplois. C'est qu'on devait mettre ces emplois-là qui ont été sauvés sur le compte du président Obama. Et la crise économique n'a jamais été un bon signe chez les Américains pendant les élections. Parce que le parti qui se retrouve au pouvoir en pleine crise et qui a élection présidentielle part souvent perdant lors des élections. Or, il s'est fait malheureusement que dans l'histoire des États-Unis, les républicains ont battu les records des crises économiques. Parce que la grande crise économique de 1929, ce sont les républicains qui étaient au pouvoir. La crise économique de 70-71, ce sont les républicains qui étaient au pouvoir. Vous prenez la crise économique de 82-83, même si elle n'avait pas une grande ampleur, c'est encore les républicains qui étaient au pouvoir. Et la grande crise qui a secoué le monde, 2007-2008, quand Obama est arrivé au pouvoir, c'était encore les républicains qui étaient au pouvoir. Donc, à ce point de vue, je crois qu'il y a lieu de considérer que le président Obama, loin d'avoir déçu les attentes des Américains, a fait quelque chose d'inattendu. Parce que, comme l'a dit l'ambassadeur, il y avait des présomptions, parce qu'il est noir, parce qu'il est d'origine africaine, est-ce qu'il serait à mesure? Il a vraiment été à la hauteur comme président des États-Unis. Des questions sociaux, des questions sociales, je voulais dire, les problèmes sociaux. N'oubliez pas que la réforme du système de santé est un casse-tête chinois aux États-Unis. Ça n'a pas marché du tout. Ça n'a pas marché parce qu'il n'a pas le contrôle du Congrès, mais il a fait quelque chose parce que la loi quand même a été votée. Et cette réforme n'a pas abouti totalement, mais il y a des avancées significatives dans le domaine des réformes de la santé aux États-Unis.
Donc vous pensez que si on lui accorde encore la chance, il pourra... S'il a la chance d'avoir encore ses mandats, oui, il va réaliser ce qu'il avait promis. au bout de 2 ans. Au bout de 2 ans, 3 ans, il peut le faire. Parce que 4 ans, c'est pas beaucoup. Mais en 4 ans, il a fait beaucoup et il peut parachever son programme si on lui accorde encore la chance d'avoir un autre mandat. Et je sais qu'il va l'avoir. Je suis convaincu qu'il va l'avoir. En matière des affaires de la politique étrangère, il n'a pas démérité du tout. Parce que c'est un problème d'approche. Les républicains, par rapport aux intérêts, parce qu'il y a, eux, ce sont des conservateurs, et les autres, les démocrates, c'est des libéraux, par rapport à leurs intérêts à travers le monde. Les républicains sont vraiment impliqués dans beaucoup de multinationales, et ils ont choisi l'approche d'une guerre totale pour lutter contre le terrorisme international en Afghanistan et en Irak. Mais quand Obama arrive, non seulement qu'il a établi un programme de retrait des troupes américaines d'Afghanistan et d'Irak, pour laisser au moins à ces 2 pays de se prendre en charge sur le plan défense et sécurité, parce que ces pays considéraient déjà que c'était les Américains, c'était les agresseurs, parce que la situation avait déjà changé dans ces 2 pays. Obama a choisi une approche de couper la tête. Il a frappé le terrorisme au sommet. Sous son administration, le numéro 1 et le numéro 2 d'Al-Qaïda ont été tués. Oui. Et on a vu en Afrique les régimes qui ont soutenu d'une manière ou d'une autre le terrorisme international ont été défenestrés. Vous voulez parler de Commencez par la Libye. Kadhafi. Commencez par la Libye. Et je vais en venir au Kenya pour dire que le groupe le plus important du terrorisme qui représentait Al-Qaïda, El-Shabaab, en Somalie, qui faisait la terreur dans la région, avec le piratage, la piraterie, avec la piraterie dans le Golfe maritime, dans le Golfe, ces pays-là, les Shabaab, ont été totalement défaits par l'armée kenyane. C'est-à-dire que cet autre bastion du terrorisme dans cette côte de l'Afrique a été totalement démantelé. Bien sûr qu'il y a encore certains résidus qui opèrent par-ci par-là, mais le gros a disparu, d'autant plus que les Shabaab n'avaient plus pour bastion réel que Kismayo. On avait réussi la coalition internationale avec certaines troupes africaines de l'Ouganda et des autres pays, avait réussi à les chasser de la capitale, mais Kismayo, c'était devenu leur base. Et je crois que Kismayo était devenu la plus grande base du terrorisme en Afrique. C'est sous Obama que Kismayo a été libéré du terrorisme international. Le peuple américain, je crois qu'il sera quand même reconnaissant par rapport à tout cela. Mais je voulais ajouter que tout cela fonctionne aussi du taux de participation à ces élections, parce que souvent ce sont les nouveaux inscrits qui font basculer le vote, qui entraînent pratiquement les problèmes de réalignement des partis. Si le taux de participation est très élevé, il y a beaucoup de chances que le président Obama l'emporte. Et à côté du taux de participation, il faut voir l'électorat américain. Cet électorat est composé essentiellement des Blancs, des Noirs et des Hispaniques. Et ce sont ces 3 électorats qui vont décider. Mais je ne crois pas, vraiment, avec les problèmes d'austérité sur lesquels jure le Parti républicain, que les Hispaniques qui sont en progression, une natalité en progression géométrique aujourd'hui aux États-Unis, puissent accepter de remettre un républicain au pouvoir. Les Noirs non plus, même si les gens prétendent que les Noirs sont déçus, mais je voulais en venir à ce que le professeur Robert Dole, analysant les élections aux États-Unis dans son livre Qui gouverne, il avait pris pour modèle la ville de New Haven dans le Connecticut, et il a démontré à travers les 3 ressources politiques importantes aux États-Unis que sont la fortune, le prestige social et l'ethnicité. Parce que l'ethnicité aux États-Unis, méfiez-vous, n'a pas disparu. Un blanc d'origine italienne, républicain, a toujours tendance à voter, selon l'étude du professeur Vedol, à voter pour un blanc d'origine italienne
même démocrates, lorsqu'ils se retrouvent devant ce qu'on appelle la vérité des urnes. Et les Noirs, quand ils vont se retrouver devant cette vérité des urnes, je crois qu'eux aussi vont se souvenir qu'Obama n'a pas démérité et qu'il conviendrait de lui donner, de lui accorder une seconde chance pour qu'il puisse parachever son programme. Voilà, mais là, vous avez parlé, vous deux, comme des Africains, et je l'ai senti même, parce que c'est un frère de l'autre côté du pays de l'oncle Sam que vous soutenez. Mais et pourtant, quand je vous entends parler, ce n'est pas vraiment le point de vue des Américains, d'autant plus que le sondage le départage 50-50. Comment vous pouvez aujourd'hui penser comment pensez-vous à ces sondages-là? Comment vous pouvez l'analyser? Parce que votre point de vue, c'est carrément Obama qui peut passer, il peut distancer même l'autre, comment il s'appelle, Ronnie, alors que le sondage les met sur le même pied d'égalité. Je ne pense pas que nous nous soyons exprimés comme des Africains. Nous avons froidement analysé la situation. M. Molongola a parlé de l'ethnicité, de la fortune, du précis social, etc. Et moi, j'ai dit que si l'écart était plus important, alors M. René aurait plus de chance. Parce qu'en réalité, ils s'équivalent. Alors, ils s'équivalent devant l'opinion. Et donc, il sera difficile aux uns, à l'un et à l'autre, de débaucher dans l'autre camp. Donc, il faut d'abord consolider les siens et puis apporter une lueur d'espoir. D'où l'importance de ces États, n'est-ce pas, qui peuvent faire basculer les élections, le résultat des élections. Et je pense que, honnêtement et froidement, M. Obama a plus de chance. Quand on analyse les éléments objectifs, il n'a pas, même sur des questions comme le mariage des homosexuels, eh bien, la tendance générale ou la dynamique est à la normalisation de cette situation. Et M. Obama est dans la vague. M. Ronnie, c'est un conservateur. Il est de Utah. Ouais. Et Utah, ce sont les Mormons. Ce sont les Mormons. Je viens de là. Mais franchement, on n'arrive pas à comprendre que dans son État, les gens se sont prononcés pour ne pas voter pour lui. Alors, c'est pour cela que je dis qu'il faut chercher l'élément déterminant. L'élément déterminant, c'est la crédibilité des propositions et de la personnalité et la perspective d'espoir. Est-ce que les propositions d'Obama sont crédibles, suscitent l'espoir? Et là, il a l'avantage d'avoir été à la tâche. Je vous ai promis ceci, je fais cela, même si je n'ai pas tout fait, le professeur l'a dit, n'est-ce pas? Il n'a pas diminué le chômage, mais il a limité en disant, ben, les 4 millions qui devaient tomber, ben, on les garde quand même si ça augmente, mais ça ne sera plus 4 millions. Donc, il y a comme cette notion assez délicate de manque à gagner. Souvent, on ne réalise pas toujours le manque à gagner. Hein? Bon, je pense que, honnêtement, M. Obama, sur le plan interne américain, hein, parce que sur le plan extérieur, si on disait que, ouais, oui, nous, les Africains, on ne le connaît pas, nous préférons le diable qu'on connaît, qu'au sein qu'on ne connaît pas, ça, c'est parler en africain. Oui. Mais vraiment, objectivement, à l'analyse des faits, et M. Molongola a dit qu'une élection présidentielle, c'est toujours un risque que l'on prend. N'est-ce pas? Les candidats et les pronostiqueurs. Le candidat, parce que c'est un moment de vérité, être en contact avec les électeurs. Lorsqu'il parcourt tous ces États, les gens se disent, tiens, Obama, c'est mieux que nous le pensions, ou bien tiens, c'est moins, etc. Donc ça, c'est un risque. Quand on va vers les gens, on prend le risque d'être apprécié ou déprécié. Alors, pour nous, les observateurs extérieurs, il faut se mettre dans la peau de l'Américain. Parce que c'est l'Américain qui va voter. Ce n'est pas l'Africain, ce n'est pas l'Asiatique. L'Américain, c'est qui? L'Américain, c'est l'Irlandais, d'origine irlandaise. C'est les Hispaniques.
c'est les Noirs. Les Noirs ne sont pas rattachés idéologiquement, je dirais même politiquement à l'Afrique. C'est pour cela que l'Afrique ne pèse pas. Si nous étions, s'il y avait un flux migratoire, idéologique, politique et de personnes, de communication entre les Noirs de l'Afrique et le Nord d'Europe, alors nous aurions pu peser. Mais aujourd'hui, on ne pèse pas, en tant que Noirs africains, on ne pèse pas parce que les Noirs américains ne nous accordent pas l'importance politique. Il y a plus ces cordons ombilicaux qui devraient exister, notamment entre le Noir américain et le Noir africain. C'est toi qui parles alors comme africain. Hein? Non, non, ça ce sont des analyses, si vous voulez, froides. N'est-ce pas? Il n'y a pas ce lien. Les Irlandais ont toujours des liens. Oui. Les Juifs ont des liens. Même les Français. Les Français, par la Louisiane, etc., ils ont des liens. Voilà. Mais nous, les Noirs, il n'y en a pas. Il y a quelques précurseurs qui viennent, et tiens, je viens de tel coin, mais il n'y a pas vraiment une dynamique de communication. Voilà. Maintenant, voyons, parce que vous avez déploré le fait que de tout ce qu'on a dit, vous vous êtes posé la question de savoir si on a cité un seul instant l'Afrique. Alors, nous parlons des États-Unis, c'est un événement planétaire, mondialisation oblige. Alors, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact, ces élections américaines, sur le pays africain que les nôtres? D'abord, une grande attente. Vous savez que ce soit l'élection d'Obama, que ce soit l'élection de Mitt Romney, les Africains espèrent pour ce mandat une meilleure appréciation et un meilleur engagement du président américain vis-à-vis de l'Afrique. Qu'est-ce que vous voulez concrètement, vous, Africains? Non, concrètement, nous devrions revendiquer ce que nous représentons sur le plan international. Vous savez qu'en matière de sauvegarde de la vie environnementale, eh bien l'Afrique compte. Hein, nous sommes quand même le deuxième poumon du monde, l'Afrique. Nous sommes le deuxième poumon du monde. Et malheureusement, les Américains n'attachent pas beaucoup d'importance politique à ce problème de survie internationale. D'où leur refus de s'engager chaque fois à diminuer la pollution, etc. Donc, malheureusement, ça. Alors, l'autre élément qui pourrait faire que l'Afrique compte, et pour lequel on aurait dû le citer aussi, c'est le terrorisme. Le terrorisme est en train de quitter l'Asie mineure, n'est-ce pas, pour l'Afrique. Et c'est arrivé à nos portes, par le Mali. Or, vous savez, de l'autre côté, nous avons le Soudan qui est déjà indexé. Nous avons quelques poches, disons, quelques précurseurs, des éléments favorables à l'implantation éventuelle des terroristes. Et normalement, les Américains devaient dire non, l'Afrique aujourd'hui, il faut s'occuper de la Somalie, il faut s'occuper du Congo. Le Congo, où ils sont en train d'implanter une base, n'est-ce pas, à Kisangani. On en a même pas, à travers Africom. Donc on n'en a même pas parlé. Et donc, et puis, à part ces deux éléments, il y a les matières stratégiques normales, résiduelles, le cobalt, etc. Je pense que là, les Américains se disent, ils n'ont pas assez de moyens, les Africains, pour faire face à nos demandes éventuelles et pour se passer de notre assistance éventuelle. D'où, je répète, les élections, c'est d'abord le choix d'un chef d'État, d'un homme, d'une personnalité capable de vous assurer sur le plan intérieur des conditions sociales les meilleures et d'assurer sur le plan extérieur la protection et la défense contre les dangers qui nous viennent de l'extérieur. Or, là, on l'a dit, nous les Africains et l'Afrique, nous n'y intervenons pas de façon particulière. Qu'est-ce que nous allons faire pour améliorer les conditions sociales des Américains, etc. Ah, rien. Qu'est-ce que nous faisons pour la défense?
au sens stratégique. Rien. Il y a la stratégie prospective, n'est-ce pas, qui s'organise, c'est une prospective. Hein, il regarde certainement un peu la Somalie, c'est une prospective. Mais sur le plan concret, aujourd'hui, excusez-moi de le dire, nous ne plaisons pas beaucoup. Même si ce n'est pas diplomatique de le dire, même si les Américains s'empresseront à dire que l'Afrique, vous savez, ceci, mais la réalité des choses et la lucidité nous imposent de dire que nous ne valons rien. Excusez-moi. Est-ce que c'est parce que nous ne voulons pas nous faire valoir que nous sommes négligés par rapport aux autres qui sont fait valoir et ils sont pris en considération? Non, c'est Je parle ici de l'Asie, par exemple. D'abord, nous devons constituer une unité ontologique. L'Afrique doit se constituer une unité. Déjà, l'Afrique, c'est plusieurs marchés. L'Afrique, c'est plusieurs marchés. Et dans chaque État est aussi plusieurs marchés. Donc, commençons par réunir nos marchés pour que nous préférions acheter chez un Africain plutôt qu'en Europe, pour que ce qu'on achète chez un Africain coûte moins cher que ce qu'on achète en Asie. Si l'Afrique se présente en monobloc par rapport aux États-Unis, alors en ce moment-là, le président des États-Unis va réfléchir. Il va dire, si j'attaque le Congo, eh bien c'est toute l'Afrique qui sera contre moi. Si j'attaque le Maroc, si j'attaque l'Afrique du Sud, si j'attaque, attaquer dans tous les sens du terme, n'est-ce pas? Oui, que ce soit militaire, que ce soit économique, que ce soit même idéologique. Donc aujourd'hui, faute de cette unité idéologique, je n'ose pas dire géographique, ou disons physique, de cette unité physique, eh bien, nous nous présentons chacun pour soi devant les Américains. Et chaque État pris individuellement devant les Américains, eh bien, les Américains, c'est quand même une superpuissance. Tout à fait. Voilà. Nous voyons plutôt ce que le chef de l'État, le nouveau chef de l'État qui sera élu aux États-Unis, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Est-ce que l'Afrique, dans son ensemble, pourrait espérer quelque chose? Et là, je voudrais bien qu'on voie un peu l'Afrique là dans le cadre de la région des Grands Lacs parce que ça nous concerne. Oui, avant d'arriver à la région des Grands Lacs, je voulais d'abord ajouter un mot sur ce qu'a dit l'ambassadeur. Parce que le président qui sera élu aux États-Unis, qu'il soit démocrate ou républicain, il ne faut pas se faire des illusions. Parce qu'il y a une différence entre la politique de campagne et la politique américaine. Chaque candidat a sa politique de campagne. Mais la politique américaine reste la même. Sur le plan extérieur. Si les républicains, comme je l'ai dit, se sont révélés dans l'histoire américaine des champions des crises économiques, mais n'oubliez pas que les démocrates, eux, sont des champions de guerre. Dans l'histoire du monde, c'est sous le règne des démocrates qu'il y a eu les 2 guerres mondiales. Vous avez la guerre de Corée, on a eu la guerre du Vietnam, sous les démocrates. Vous avez la crise des missiles à Cuba, c'est sous les démocrates. Vous avez le génocide rwandais, c'est sous les démocrates. Vous avez l'Holocauste congolais, c'est sous les démocrates. Et donc, de ce point de vue, on ne peut pas se faire des illusions. Et comme l'a dit, ça l'a si bien dit l'ambassadeur, comment s'en tenir, il se pose un problème réel en Afrique. Parce que les armées africaines rappellent beaucoup plus le Moyen-Âge que le XXIe siècle. Quand vous prenez les 3 aspects, rien que 3 aspects d'évaluation, sur le plan des études stratégiques, sur le plan analyse et anticipation, nous sommes presque nuls. Et ce n'est pas avec cette nullité qu'on peut faire face à une puissance comme les États-Unis. Et surtout que l'on sait que l'Afrique est considérée comme un latifondium. Elle est bonne juste pour des ressources vitales, pour la survie des grandes nations, des nations civilisées comme ils préfèrent s'appeler elles-mêmes. Et le pétrole, c'est la première ressource pour laquelle les grandes puissances ont créé des task forces pour essayer d'évaluer comment on peut mettre la main basse sur cette ressource partout dans les pays africains et partout dans le monde, quoi qu'il en coûte. Parce que d'ici 15-20 ans, cette ressource se fera rare.
Et toutes les guerres que nous connaissons par-ci, par-là, tiennent à cela. Y compris les guerres de la région des Grands Lacs. Mais c'est clair, y compris les guerres de la région des Grands Lacs. Et c'est pour ça d'ailleurs, pour revenir à la région des Grands Lacs, je voulais souligner en donnant un tableau sur les 3 pays. Ce qui est arrivé pendant certains règnes aux États-Unis. Je commence par la RDC. En 1961, le 17 janvier, Lumumba est assassiné. Et il est assassiné, c'était le président républicain Dwight David Eisenhower qui était au pouvoir. Eisenhower est à la base de la mort de Lumumba. Et c'était 3 jours avant l'entrée en fonction de John Kennedy. Donc 3 jours avant l'entrée en fonction du président républicain, un ordre fut donné, Lumumba fut tué. Nous prenons le président Mobutu, écarté du pouvoir, n'est-ce pas? Chassé du pays, il est allé mourir 4 mois après, ok? Au Maroc, c'était sous le règne d'un démocrate, Bill Clinton, n'est-ce pas? Et Laurent Désiré Kabila est tué le 16 janvier 2001, 4 jours avant l'entrée en fonction du président républicain. Mais c'est Bill Clinton, le président démocrate, qui était au pouvoir. On peut continuer pour dire que en 1966, parce qu'il faut se dire qu'en 1966, les Américains ont trop influencé la politique congolaise de l'époque, comme l'a si bien reconnu Larry Devlin, qui était le premier chef d'antenne de la CIA ici à Kinshasa, à Leopoldville, à l'époque, les pendus de la Pentecôte, en termes des droits de l'homme. Kimba, Mahamba Evariste, Bamba et Arani Jérôme ont été pendus. Parmi eux, il y avait un ancien Premier ministre, Kimba Evariste, pendu. Mais cela n'a pas changé la politique américaine pour dire que nous sommes comme un État démocratique, que nous luttons pour les droits de l'homme, qu'on puisse ne pas soutenir le régime en place qui a pendu les gens publiquement. Ils sont pendus comme ça. Et qui était président? C'était encore un démocrate. Le président Lyndon Barron Johnson, qui était le vice-président de Kennedy, et puis il est passé président. Ils ont encouragé le régime de Mobutu, même après cela. Et vous n'oubliez pas que l'assassinat de Lumumba a provoqué une situation catastrophique au pays, parce qu'il s'en est suivi la rébellion mouléliste, qui a ravagé le pays, 3/4 du territoire national pratiquement, en 64-67, et ça fait des milliers de morts parmi les Congolais. Et l'affaire continue. 500 000 morts. 500 000 morts. Nous arrivons, déjà à l'époque, nous arrivons en 96-98. 2 agressions contre la RDC, commanditées par les États-Unis, sous l'administration d'un président démocrate. Le Congo est envahi par l'entremise du président rwandais Paul Kagame, qui était vice-président à l'époque, en 1996, mais c'était lui qui tenait les rênes du pouvoir réel au Rwanda. Tout à fait. Le président burundais Pierre Buyoya et le président Museveni de l'Ouganda. Et ça fait plus de 6 millions de morts. Et rassurez-vous que cela arrive sous Bill Clinton. Et avant, vous n'oubliez pas qu'en 96-97, si l'Amérique ne s'était pas impliquée, si le président démocrate ne s'était pas impliqué dans l'agression contre la RDC, pour défenestrer l'Empire français en Afrique, à commencer par la RDC, en tout cas, on aurait évité tous ces morts-là en RDC. À Bukavu, en 1996, l'archevêque de Bukavu, Monseigneur Muzirwa, est assassiné sous le président Clinton, démocrate. Je prends le cas du Rwanda. J'aimerais d'abord là pour la RDC, parce qu'on ne connaît pas la suite. Ce qui va arriver, on ne sait pas. Et tout peut arriver aussi. Au Rwanda, la monarchie est renversée sous le même Eisenhower. Il renverse la monarchie au Rwanda, il donne l'ordre de tuer Lumumba à Kinshasa. Va arriver au pouvoir les Hutus,
Dominique Mbonimuntwa, qui va se va perdre le pouvoir au profit de son ancien Premier ministre Grégoire Kayibanda, et après ce sera Abiyarimana. On sait comment l'affaire s'est terminée. En 1994, le 6 avril, sous l'administration d'un président encore démocrate, Bill Clinton, l'ordre d'assassiner le président Abiyarimana arrive de Washington, sous Clinton, et c'est d'ailleurs ce qu'affirme le juge australien, Michael Hourigan, qui était au TP hier. Il a affirmé, il a fait des révélations graves et troublantes le 26 février 1997, que c'est le président Bill Clinton qui avait donné l'ordre d'abattre l'avion du président rwandais, qui a coûté la vie au président rwandais Abiyarimana et au président burundais Cyprien Ntaryamira. Ok. Et pendant ce temps-là, les Marines américains stationnaient déjà au Burundi. Ça, c'est le Rwanda, et va s'en suivre le génocide avec cet assassinat du président Abiyarimana, et pourtant on savait que ça allait déboucher à une catastrophe. Ok. Et en 1996, je vais en arriver parce que je vais terminer par le Burundi. En 1996, les camps des réfugiés sont totalement démantelés dans le Kivu, sous l'administration Abiyarimana. Cela va faire plus de 500 000 morts parmi les réfugiés Hutus en RDC, et encore la mort d'un chef d'État dont on ne parlait pas. Le président rwandais d'intérim, parce qu'il a appelé Abiyarimana, ce n'est pas Pasteur Bizoum qui a succédé à Abiyarimana. Abiyarimana est mort le 6 avril. Le président de l'Assemblée a fait l'intérim du président, Théodore Sindikubwabo. Le président rwandais Sindikubwabo est tué dans ce démantèlement des camps de réfugiés. Lors de la fouille des réfugiés, il va mourir dans la forêt de Walikale. Personne n'est jamais allé chercher son corps, jusqu'à aujourd'hui. Sous le président démocrate, Bill Clinton. Si nous prenons le cas du Burundi. Vite, rapidement là, parce qu'on va pas... Oui, on va terminer. Le cas du Burundi, c'est aussi un palmarès de catastrophes, des assassinats. Assassinat du Premier ministre Prince Rwagasore, le 13 octobre 1961, sous le président démocrate John Kennedy. Un autre assassinat. Assassinat du Premier ministre Pierre Ndandumwe Hutu, le 15 janvier 1965, sous le président démocrate Lyndon Johnson. Exécution du président du Sénat, par du président du Sénat, Joseph Bamina, ancien Premier ministre, le 15 décembre 1965, sous Lyndon Johnson. Exécution du Mohamed Ntare V, un Mohamed, donc le roi du Burundi, Ndizeye, le 29 avril 1972, voilà. Sous le président républicain Richard Nixon. Le président Birori est pendu, le prince Joseph Birori est pendu avec son grand frère, Jean Tindereza. Tous ces gens sont assassinés, et arrive en 1993 l'assassinat du président Ndadaye. Ndadaye est assassiné au Burundi, Melchior, le 20 octobre 1993, sous le président Bill Clinton, parce qu'il venait d'arriver au pouvoir. Voilà. Et ce palmarès... Donc la liste n'est pas exhaustive. La liste n'est pas exhaustive. Voilà, mais donc on ne peut pas s'attendre à des miracles. Nous, en tant que peuple de la région de Grand Lac, nous devrions nous-mêmes se dire, par rapport à ce qu'a dit l'ambassadeur, nous devons mettre en place, à commencer par la RDC, une défense intelligente, que l'ambassadeur a appelée défense stratégique. En 2 mots, pour faire face à toutes ces situations-là. Allons-nous attendre encore des assassinats des hommes politiques, des présidents, des premiers ministres, pour qu'on puisse prendre conscience? Voilà, je vous arrête juste pour passer la parole à l'ambassadeur. Ambassadeur, tout à l'heure, vous avez dit que nous ne pesons pas, et pourtant nous voyons que ceux qui sont élus, qu'ils soient démocrates ou républicains, s'intéressent à l'Afrique, et notamment pour le cas que l'ancien ministre a cité ici. Donc il y a beaucoup d'assassinats qui sont imputés, je ne sais pas si c'est vérifiable ce qu'il a dit, aux administrations qui se sont succédées aussi aux États-Unis d'Amérique. Que ce soit l'administration dirigée par un républicain ou bien un démocrate. Donc il y a quand même un intérêt là. Je crois que pour comprendre ce palmarès tragique, il faudrait approfondir, faire une lecture météorologique pour chaque cas. Celui-ci a été tué pourquoi? Quel
quelles sont les causes, quels sont les complices, etc. Alors là, je crois qu'on n'aura pas le temps de l'apprécier, mais revenons à l'essentiel, c'est qu'en réalité, lorsque le pouvoir américain intervient ici, c'est que nous gênons ce pouvoir de façon conjoncturelle, n'est-ce pas? Pour le reste, c'est de la prospective. Nous faisons partie, alors on va dire presque de terre de personne, terra nullius, hein, et il faut avoir un œil. Vous voyez, les Américains ils sont allés à Mars, ils sont en train de découvrir les autres planètes. Alors que nous... Pourquoi? Pour avoir un droit de préemption. Et en réalité, ils nous confisquent cette propriété universelle, puisqu'ils sont les premiers à s'y rendre, les seuls capables à s'y rendre. Donc, en un mot comme en mille, nous les Africains, nous devons nous organiser et nous considérer comme un par rapport aux Américains. Mais c'est un long chemin. Nous n'avons pas une même économie. Prenons seulement l'argent. L'Afrique de l'Ouest, c'est un pendant de l'économie européenne, de l'euro. Ici, chez nous, le franc congolais, c'est le franc congolais. Chez les Angolais, c'est les Kwanza. Les Kwanza, etc. Voilà. Donc, il faut d'abord que nous puissions faire cette démarche, n'est-ce pas, d'avoir au moins une opinion publique continentale unique, ce qui est loin d'arriver. Il faudrait que nous puissions avoir au moins un marché unique, bref, que nous soyons par rapport aux États-Unis un interlocuteur unique. Et ce disant, j'espère que vous voyez la complexité de la tâche et la profondeur, n'est-ce pas, de la question. Ok, merci. En 2 mots, pour conclure, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces élections et pour les comportements que nous devons tout à fait afficher par rapport à cela? Bon, les comportements que nous devons afficher, je venais de le dire, c'est de nous remettre nous-mêmes en cause et nous organiser davantage pour faire face à ces enjeux planétaires. Parce que je vous dis que si, pour les Occidentaux, l'Afrique, c'est un latifondium. Il ne faut pas se faire des illusions, c'est des ressources stratégiques qui les intéressent. Et pour ça, ils iront dans n'importe quel pays sans état d'âme. Ce sont nos dirigeants qui doivent bien comprendre l'importance des études stratégiques, d'une analyse cohérente, d'une organisation de défense et de sécurité moderne, pas l'histoire du Moyen-Âge, et je souligne encore le problème d'anticipation, donc les études prospectives. Ok, voilà, mesdames et messieurs, c'est par là que nous mettons un point final à ce numéro spécial. Comme vous avez suivi tout au long de cette émission, nous avons analysé la situation au niveau des États-Unis sur tout le plan et nous avons fait des perspectives aussi sur le continent africain et notamment dans notre pays, pourquoi pas dans la région des Grands Lacs. Mais tout ce que j'ai eu à recevoir sur ces plateaux ont plus misé sur la chance à Obama pour se succéder à lui-même. Voyons voir dans quelques instants nous saurons qui sera le prochain président des États-Unis d'Amérique. Et c'est par là que nous mettons un point final. Merci de nous avoir suivis. Thank you.